L'ostéoporose est devenue ces dernières années un enjeu majeur de santé publique. Pourquoi? Parce que c'est très fréquent et parce que les conséquences pour la société des complications de l'ostéoporose, à savoir les fractures, les hospitalisations, le handicap, le fait que certaines personnes ne puissent plus travailler alors qu'elles devraient encore pouvoir travailler, tout ça, ça a des conséquences économiques, sociales, en plus des conséquences pour la santé des patients. Et donc aujourd'hui, on peut dire que l'ostéoporose fait partie des priorités en termes de santé publique pour essayer de prévenir cette maladie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ostéoporose? L'ostéoporose, c'est une fragilisation des os, c'est-à-dire, globalement, ça va se traduire par une déminéralisation osseuse visible sur ce qu'on appelle l'ostéodensitométrie, qui est un examen avec des rayons X qui mesure la densité des os, en particulier au niveau du col fémoral et du rachis. Et donc il y a une classification de l'Organisation mondiale de la santé qui a dit que la densitométrie, lorsque le T-score, c'est-à-dire un score de référence, est comparé au vôtre, vous étiez à moins 2,5 déviation standard en dessous de ce T-score, on pouvait considérer que vous avez une ostéoporose. Ça, c'est la définition OMS de l'ostéoporose. Ensuite, comment ça se diagnostique? C'est très difficile parce que l'ostéoporose est complètement asymptomatique jusqu'au jour où vous avez mal, et quand vous avez mal, ça veut dire que vous avez cassé votre os. Mais au début, la déminéralisation des os, la fragilisation des travées osseuses, c'est complètement indolore puisque l'os à l'intérieur n'est pas du tout innervé, donc vous n'avez pas du tout de fibres nerveuses qui vous disent « ouïe, il y a quelque chose qui se détruit là ». Alors personne ne vous prévient. Et le moment où l'os est trop fragile et où il se casse simplement avec un traumatisme bénin ou juste une petite chute d'un tabouret ou je ne sais quoi, à ce moment-là, on est déjà trop tard puisque vous avez la fracture. Donc c'est tout le problème de cette maladie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est axé dans l'ostéoporose sur le dépistage en fonction d'un certain nombre de facteurs de risque et sur la connaissance également des étiologies, des maladies sous-jacentes qui peuvent favoriser l'ostéoporose. Donc il ne faut pas confondre facteurs de risque et étiologie d'une ostéoporose secondaire. Les facteurs de risque, on les connaît. Le facteur de risque numéro 1, c'est la ménopause chez la femme, évidemment. Toute femme ménopausée est sujette au risque d'ostéoporose, et donc évidemment il va falloir rechercher l'ostéoporose chez cette femme-là. Il y a d'autres facteurs de risque aussi, le tabagisme, l'alcoolisme, la sédentarité, la maigreur. Tout ça, ce sont des facteurs qui favorisent l'ostéoporose et qui se surajoutent à la ménopause chez des femmes d'un certain âge et qui font que, quand vous en avez au moins 2 de ces facteurs de risque, vous devez réaliser une ostéodensitométrie osseuse à la recherche d'une ostéoporose. C'est remboursé par la sécurité sociale, encore une fois parce que ça permet ensuite d'avoir des traitements qui vont prévenir la survenue des premières fractures. Et pour la société, c'est une économie, même si les médicaments coûtent un petit peu d'argent, même si le dépistage coûte un petit peu d'argent, à terme, ça permet de faire des économies parce qu'on évite toutes les complications fracturaires. Alors une fois qu'on a bien identifié les facteurs de risque de l'ostéoporose, si on trouve une ostéoporose, il faut aussi penser à se dire, est-ce que c'est une ostéoporose primitive ou est-ce que c'est une ostéoporose secondaire? C'est comme dans l'arthrose, c'est un petit peu pareil. Et donc si c'est secondaire, il faut rechercher les causes d'ostéoporose secondaire qui sont listées ici. Vous avez, c'est assez simple, des causes endocriniennes. Grosso modo, toutes les pathologies endocriniennes, surrénaliennes, hypophysaires, thyroïdiennes, parathyroïdiennes, peuvent vous donner de l'ostéoporose. Et puis vous avez une condition endocrinienne particulière qui est la grossesse. Et vous savez que pendant la grossesse, qu'est-ce qu'elles font les femmes? Elles vont commencer à fabriquer du lait. Donc ce sont les seins qui vont gonfler. Et puis elles se mettent dans une disposition pour pouvoir allaiter à une fois qu'elles auront accouché. Et pour fabriquer du lait, on a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le lait? Il y a du calcium. Et le calcium, où est-ce que l'organisme va aller le trouver? Il va aller le trouver dans la réserve de calcium. La réserve de calcium, c'est quoi? C'est les os. Et donc pendant la grossesse, vous allez avoir une déminéralisation osseuse qui va évidemment ensuite, une fois que l'allaitement aura été terminé, se corriger toute seule et les femmes vont récupérer une densité minérale osseuse normale. Mais il faut le savoir quand même, pendant la grossesse, vous pouvez avoir plus de risques de fracture parce que votre os est un petit peu déminéralisé. Donc toutes ces pathologies endocriniennes, la grossesse n'est pas une pathologie, mais bon, c'est des conditions endocriniennes particulières, font que ça favorise l'ostéoporose.
La deuxième grande cause d'ostéoporose secondaire, c'est les causes iatrogènes, avec deux types de médicaments en particulier qui peuvent facilement vous donner de l'ostéoporose. L'héparine donnée au long cours, ça peut se voir chez en particulier certains patients qui sont atteints de mutations des facteurs de la coagulation qu'on est obligé d'anticoaguler et qui ont pour une raison X ou Y des contre-indications aux antivitamines K, et en particulier pendant la grossesse. Ces femmes, les antivitamines K sont tératogènes, donc on est obligé de les arrêter, de les remplacer par de l'héparine. Et bien elles peuvent à ce moment-là majorer leur ostéoporose. Et puis il y a bien sûr les corticostéroïdes, qui peuvent être d'ailleurs inhalés quand on a des asthmes très sévères, qu'on prend des grosses quantités de corticoïdes inhalés. C'est un petit peu la même conséquence que si vous prenez des corticostéroïdes par la bouche régulièrement pour une polyarthrite rhumatoïde. Vous allez avoir une ostéoporose cortisonique. Cette ostéoporose, eh bien, elle peut se compliquer également de fractures. Et puis vous avez des maladies aussi chroniques comme l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance hépatique chronique, et puis une inflammation chronique, que ce soit dans la polyarthrite rhumatoïde ou dans d'autres maladies inflammatoires. L'inflammation chronique favorise la déminéralisation osseuse et peut conduire à une ostéoporose secondaire. Et pour évidemment toutes ces causes-là, il est indispensable de traiter la cause. Bon, la grossesse se traite toute seule, mais pour les autres causes, c'est important de traiter, en particulier si vous avez une ostéoporose cortico-dépendante, induite par les corticoïdes. Évidemment, il faut se poser la question, est-ce qu'on arrête ou pas le traitement? Est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce qu'on ne peut pas l'arrêter? Est-ce qu'on peut le remplacer par autre chose? Et ça devient évidemment très important dans ces cas-là. Et alors, pour finir, la complication la plus fréquente de l'ostéoporose, c'est une fracture, mais pas n'importe laquelle, c'est le fameux tassement vertébral. Et le problème du tassement vertébral, c'est que c'est très fréquent, ça fait mal, généralement la douleur finit toujours par disparaître au bout de 8 semaines à peu près. Mais c'est vrai que ça occasionne un grand nombre d'hospitalisations parce que souvent les personnes âgées qui font des tassements vertébraux vivent seules chez elles et à cause de la douleur du jour au lendemain, elles peuvent plus se lever, elles peuvent plus se laver, elles peuvent plus se faire à manger, elles peuvent plus aller faire leurs courses. Bref, elles perdent leur autonomie. Il n'y a pas grand chose à faire à part donner un traitement antalgique. Le problème du tassement vertébral, c'est d'être certain que c'est pas un tassement vertébral malin. Et c'est pour ça que j'ai mis sur ce tableau la question tassement vertébral bénin ou malin, parce que pour chaque fracture vertébrale, évidemment, il va falloir se poser la question, est-ce que je me contente de la radiographie standard qui montre un petit tassement chez une vieille mamie, je me dis c'est tassement vertébral bénin, ou est-ce qu'il faut quand même se poser un certain nombre de questions et être capable dans un certain nombre de cas de se dire, alerte, c'est pas tout à fait, ça sent pas bon, c'est pas quelque chose qui ressemble à un tassement vertébral ostéoporotique, il y a quelque chose peut-être derrière, et dans ces cas-là, je vais à l'IRM du rachis et éventuellement à la biopsie si je trouve quelque chose à l'IRM du rachis qui me paraît suspect. Alors quels sont les signes d'alerte? Quelles sont les petites clochettes qui doivent retentir dans votre tête quand vous voyez une patiente avec un tassement vertébral récent? D'abord, je vais prendre un peu à l'envers ce tableau, mais d'abord la clinique évidemment, et si vous avez des éléments inflammatoires, fièvre, altération de l'état général, une patiente qui a perdu 5-6 kilos en 3 mois ces derniers temps, une douleur d'horaire inflammatoire. Encore une fois, on revient sur cet aspect inflammatoire qui est important, qui dit réveil nocturne, dérouillage matinal, etc. et qui donc accompagne les douleurs inflammatoires, bien sûr les rhumatismes inflammatoires, mais aussi tous les processus infectieux graves, et puis les processus tumoraux également. Eh bien, tous ces signes, évidemment, doivent faire dire « Oula, c'est un tassement vertébral dans un contexte un peu particulier, je demande l'IRM ». Ou alors, si vous avez un syndrome biologique, un syndrome inflammatoire ou une hypercalcémie, votre calcium est très augmenté, à ce moment-là, vous vous dites pourquoi il est augmenté le calcium? Qu'est-ce qui donne des hypercalcémies? C'est les métastases osseuses, c'est le myélome, c'est tout ce qui fait des trous dans l'os, et peut-être que le tassement vertébral est lié à cette hypercalcémie. Je rappelle que dans l'ostéoporose, la calcémie doit être normale, à part le fait quand c'est une ostéoporose secondaire liée à une hyperparathyroïdie, mais sinon le bilan phosphocalcique est normal dans l'ostéoporose. Donc ça colle pas avec un tassement vertébral bénin. Et puis ensuite, il y a les éléments radiographiques. Quand vous avez un tassement vertébral qui est au-dessus de la vertèbre D4, c'est pas très en faveur d'une ostéoporose, parce que généralement les tassements vertébraux ostéoporotiques, on va les retrouver plutôt sur le rachis dorsal, bas ou lombaire. Lorsque le tassement vertébral est plus important que 50% de la hauteur vertébrale, donc grosso modo vous avez une hauteur vertébrale, vous pouvez la mesurer grâce aux vertèbres sous-jacentes et sus-jacentes, et puis lorsque votre vertèbre elle est tassée complètement comme ça, vous voyez que là c'est plus de 50% de la hauteur normale, c'est un gros tassement. Alors ça peut se voir dans l'ostéoporose, mais quand même,
au départ, ça doit faire suspecter quelque chose de malin. Lorsque vous ne voyez plus la corticale, lorsque vous avez des trous ou des flous au niveau de la corticale, quand vous ne pouvez pas visualiser complètement le pourtour de votre vertèbre, là aussi, c'est suspect, parce qu'on se dit il y a une lise avec effraction de la corticale, donc il y a quelque chose à l'intérieur qui sort de l'os, et ça ne se voit pas dans l'ostéoporose. Lorsque vous avez une atteinte de l'arc postérieur, qu'est-ce que c'est l'arc postérieur? C'est les pédicules, et je vous rappelle qu'une vertèbre de face, ça fait comme une tête de Toto. Vous avez les yeux, le nez et les oreilles. Les oreilles, c'est les apophyses transverses. Ça, c'est l'apophyse épineuse derrière. Et les yeux, c'est les pédicules. Et lorsque vous ne voyez plus un pédicule sur une vertèbre qui est tassée, comme ceci, voilà, eh bien, c'est ce qu'on appelle une vertèbre borgne. Ça veut dire que vous avez une atteinte de l'arc postérieur qui est responsable d'une lise de votre pédicule. Et dans ces cas-là, évidemment, ça ne peut pas se voir dans l'ostéoporose. L'ostéoporose concerne le corps vertébral qui va se tasser. Derrière, c'est normal. Et bien là, ça veut dire qu'il y a un problème malin probablement et qu'il faut faire une IRM. De la même manière, quand vous avez autour des vertèbres une impression de tuméfaction des parties molles, encore une fois, ça doit évidemment vous faire craindre soit quelque chose d'infectieux avec un abcès, soit quelque chose de tumoral. Et puis sur le profil, si vous avez un recul du mur postérieur dans votre tassement, c'est-à-dire que la vertèbre tassée, vous avez quelque chose un peu comme ça, avec ici les pédicules, les articulaires postérieurs et l'épineuses, eh bien vous voyez ici que la ligne qui doit rejoindre la partie postérieure des vertèbres, elle est rompue ici à ce niveau-là, avec un recul du mur postérieur qui vient probablement comprimer les structures neurologiques en arrière. Ça ne se voit que très exceptionnellement dans des tassements vertébraux ostéoporotiques, et ça doit évidemment vous alerter et dans toutes ces conditions-là, vous faire réaliser une IRM du rachis centrée sur la vertèbre tassée, à la recherche évidemment de processus tumoraux ou infectieux et qui permettront de guider une éventuelle biopsie à la recherche d'une tumeur ou à la recherche d'un abcès infectieux. Donc pour résumer, lorsque vous avez un tassement vertébral qui se présente devant vous aux urgences et que vous voyez sur la radio qu'une vertèbre est tassée, avec une patiente qui a mal devant vous, eh bien il ne faut pas oublier, à l'examen national classant, d'aller essayer dans le dossier de rechercher tous ces éventuels petits signes qui peuvent vous piéger et qui fait que vous devriez demander une IRM parce qu'il y a une anomalie qui doit faire tilt chez vous, qui doit vous faire penser soit à un myélome, soit à des métastases osseuses, d'un cancer du sein, soit à un processus infectieux sous-jacent. Mais dans tous les cas, vous ne devez pas passer à côté de l'IRM parce que même si c'est rare, c'est ces patients-là qui sont les plus graves et évidemment qu'il ne faut pas méconnaître.